est celle de l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2025-2026. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous laissons la parole à Madame la Première Présidente du Conseil d'État pour l'audience solennelle et publique. L'audience foraine solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État 2025-2026 est ouverte. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. Le Conseil d'État, toute section réunie, siégeant chambre foraine à l'audience solennelle et publique de ce jeudi 13 novembre 2025. L'extrait de rôle comporte un seul point à l'audience de ce jour. Il s'agit de la rentrée judiciaire pour l'exercice 2025-2026. Il y a lieu de signaler que cette audience s'articule autour de 3 interventions essentielles, à savoir, primo, l'allocution de Monsieur le bâtonnier national. Secondo, la mercuriale de Monsieur le procureur général. Et enfin, tertio, le discours de Madame la Première Présidente du Conseil d'État. Il tient de signaler que cette audience est présidée par Madame Brigitte Sesele-Wasesele, Première Présidente du Conseil d'État, entourée de présidents Massani Machi, Malenga Minga et des conseillers Chibola Bidilukini, Sibu Matubuka, Chakwangasha, Wane Damene, Mongu Nkanga et Katala Matadi, avec le concours de Monsieur le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha, ainsi avec l'assistance de Monsieur Manzenza, notre greffier en chef. Le Conseil d'État vous remercie et invite Monsieur le bâtonnier national pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. À cette rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2025-2026, j'ai l'honneur d'aborder dans une matière de droit un thème à caractère social, avec un regard d'humanité qui anime l'esprit de tout avocat dans la défense des droits d'autrui. Plaidoyer pour une justice administrative gratuite pour faute de l'administration en République démocratique du Congo. En abordant ce thème, je n'entends pas insinuer que tout doit devenir gratuit dans notre pays. Ce plaidoyer ne vise essentiellement que le contentieux naît de la faute de l'administration. Je relève d'abord qu'en visant la gratuité de la justice administrative, je ne veux pas dire que la justice n'a pas de coût pour la collectivité. La justice constitue un service public dont le financement est assuré par l'impôt. Il y va de l'indépendance et de l'impartialité des juges étatiques. Je relève ensuite
que lorsqu'on évoque la justice, on pense souvent au coût engendré par les différentes procédures et que le débat de la gratuité de la justice administrative n'a pour but que de garantir l'accès à la justice pour tous. Je relève enfin, parce qu'il faut le reconnaître, que la question des frais de procédure en contentieux administratif est complexe et dépend de nombreux facteurs, dont la nature de la procédure, la situation financière des parties et les circonstances même du litige. Voici la solution du problème soulevé qui est au cœur de cette réflexion. Les litiges soumis au juge administratif naissent pour la plupart des cas du fait des décisions ou d'actes de l'administration qui causent préjudice aux particuliers. Il s'agit généralement des procès qui opposent soit les administrations entre elles, soit les administrations aux administrés. Car dans la réalisation des tâches étatiques, l'administration peut causer des dommages aux tiers qui se retrouvent face à elle dans la plupart des litiges administratifs. Ainsi, la présente réflexion part de deux cas qui ont retenu mon attention. Le premier cas le plus emblématique est celui de la démolition des constructions anarchiques. Constructions souvent érigées sur les emprises publiques, qui sont des espaces du domaine public. Si les constructions sont réellement anarchiques, le problème ne se pose pas. L'administration est en droit de prendre la décision adéquate et appropriée, qui est celle de la démolition. Encore que c'est la même administration qui délivre allègrement les documents aux occupants des zones déclarées pourtant non édificantes, zones qui ne peuvent pas recevoir de construction. Normalement, l'interdiction formelle de construire sur les emprises publiques devrait être pour l'administration un absolu non négociable, tout en surveillant en permanence les espaces protégés afin d'y empêcher une incursion. Tel ne semblait pas être le cas. Sinon, on n'aurait pas de construction anarchique. Que dire alors si les constructions ne sont pas anarchiques, mais ont été malgré tout démolies par erreur, par faute de l'administration? Tel est le cas lorsque les préposés de l'administration sont allés au-delà de la distance ou du périmètre requis des démolitions pour atteindre des constructions non concernées. L'administration ne peut-elle pas, dans ce cas, causer préjudice à des citoyens, eu égard non seulement au caractère sacré du droit de propriété, tel que garanti par l'article 34, alinéa 1er de la Constitution, mais aussi eu égard au titre de propriété, tel que consacré par l'article 227 de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Le deuxième cas aussi emblématique que le premier est celui de l'expropriation pour cause d'utilité publique. S'il y a eu paiement d'une indemnité préalable équitable, le problème ne se pose pas. Que dire alors si l'expropriation s'opère sans indemnité préalable équitable? L'expropriation pour cause d'utilité publique n'exige-t-elle pas une indemnité préalable équitable, eu égard non seulement à l'article 34, alinéa 4 de la Constitution, de l'autre que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, octroyée dans des conditions fixées par la loi, mais aussi eu égard au prescrit des articles 10 et suivants de la loi numéro 77-001 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour un particulier, l'expropriation pour cause d'utilité publique
n'est-elle pas un acte très grave dans la mesure où celle-ci est une opération administrative par laquelle l'administration oblige un particulier à lui céder la propriété d'un immeuble. Il s'agit là d'une décision unilatérale, d'une cession forcée. Et peut-être ce particulier n'avait que cette seule maison et risque de se retrouver à la rue avec sa famille, et ce, sans espoir d'en acquérir une autre, faute de moyens financiers. Ce cas a retenu ma particulière attention car il vise l'hypothèse de la privation du droit de propriété. En réalité, l'État procède à une dépossession d'un bien immobilier d'un particulier contre sa volonté, dès lors que l'expropriation et le transfert par décision de pouvoir public d'une propriété privée pour des raisons d'utilité publique vers le domaine public. Les exemples sources de dommages possibles causés par l'administration sont légion, dont celui des travaux d'aménagement routier que l'administration entame ci et là sur la voie publique, et puis après, elle ne continue plus les travaux en abandonnant les remblais et les déblais provenant des tranchées, trous et autres excavations au risque d'occasionner des accidents, voire de favoriser des érosions consécutivement aux pluies torrentielles ou diluviennes. En ne retenant que les deux cas emblématiques épinglés ci-dessus, et dans un monologue que je qualifie de monologue d'un désespéré, le particulier préjudicié par l'administration, parlant à lui-même en soliloquant avec une voix mélancolique et un visage rongé par la tristesse, pourrait dire à peu près ce qui suit. L'administration a démoli ma maison alors qu'elle n'était pas une construction anarchique. L'administration m'a exproprié la seule maison que je possédais sans aucune indemnité préalable équitable. L'administration m'a donc appauvri. Et au moment où je voudrais l'attaquer en justice, le législateur m'exige de payer les frais de procédure, conformément au prescrit de l'article 239 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Tout cela est-il juste? En effet, alors que c'est l'administration qui est à la base des actes et des décisions qui causent préjudice et qui amène le particulier à être face à cette dernière dans les procès, et que donc, en réalité, à être face à l'État, le même État exige devant les cours et tribunaux du particulier préjudicié le paiement préalable des frais de procédure avant que son affaire ne soit enrôlée en justice contre l'administration présumée fautive. L'État, auteur des décisions ou des actes décriés, impose au particulier préjudicié une obligation financière avant de faire entendre sa cause en justice au moment où on doit lui faire le procès. Ce qui s'apparente à un cynisme singulier et pointu envers le particulier préjudicié. Un tel particulier n'aura-t-il pas déjà les sentiments d'une injustice avant même que le juge ne se prononce, ou à tout le moins, celui-ci n'aura-t-il pas le sentiment de croire que l'administration présumée fautive est privilégiée et que lui est certainement désavantagé et déjà placé en une position de faiblesse devant l'auteur de ses ennuis, et ce, sans chercher à revenir ou à penser à la théorie anthropologique ou mieux à la doctrine de Thomas Hobbes dans le Léviathan. En pareille situation, les frais de procédure ne constituent-ils pas une barrière, un véritable obstacle, voire une forme de restriction de l'accès à la justice administrative, que le particulier préjudicié soit indigent ou non, pauvre ou riche, faible ou puissant? Le fait d'exiger le paiement préalable de frais de procédure dans le cadre du contentieux administratif né de la faute de l'administration paraît à mes yeux être un frein protecteur de l'État, une barrière, pour ne pas dire une technique dissuasive qui décourage les potentiels requérants et qui écarte certains recours possibles
pour les justiciables démunis, même si la loi prévoit la dispense de consignation des frais en cas d'indigence. Car il importe de noter que par dignité, tout le monde ne peut pas se rendre indigent pour contourner les paiements des frais de procédure. Dans ces conditions, la gratuité de la justice administrative pour faute de l'administration ne serait-elle pas une piste de solution, à l'instar du programme de gratuité de la maternité? En effet, Dieu seul sait combien ce programme de gratuité de la maternité est salutaire pour notre pays, afin d'améliorer l'accès aux soins de maternité et de réduire la mortalité maternelle et infantile, et ce dans le but de rendre les soins accessibles à toutes les femmes, indépendamment de leur niveau socio-économique, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. L'idée maîtresse, même dans ce programme, demeure toujours la facilitation de l'accès aux soins. C'est justement cet esprit louable qui devrait aussi inspirer le législateur congolais pour de légaux référenda instaurer un jour dans notre pays la gratuité de la justice administrative pour faute de l'administration, dans le but d'alléger certaines charges financières à nos concitoyens préjudiciés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits en justice. Je sais que d'aucuns pourront légitimement exprimer leur inquiétude si par leur crainte de voir la gratuité de la justice administrative pour faute de l'administration faire un grand nombre, un foisonnement ou mieux, un accroissement continu des recours pouvant entraîner une saturation des cours et tribunaux. Une telle crainte, quoique légitime, ne peut néanmoins se justifier dans la mesure où l'État ne peut pas limiter ses citoyens à revendiquer ou à défendre leurs droits en justice. En tout état de cause, m'inspirant de Jacques Boré, je me permets de dire que le juge est là pour emprunter la méthode du jardinier en faisant le tri du bon grain des livrets pour rechercher derrière la paille de mots le grain de choses. Ainsi, toute requête irrecevable sera déclarée irrecevable et celle fondée sera dite non fondée, et ce, sans préjudice de l'action conventionnelle au profit de l'État en cas de non-fondement de l'action initiée par le particulier. Le grand nombre de recours n'est donc pas un problème, il est plutôt un signe d'une démocratie vivante, je dirais même plus d'une démocratie vivace au fil du temps et à travers les siècles. Quant à la crainte de l'État de perdre quelques recettes judiciaires, celle-ci est certes légitime, mais ne peut pas non plus se justifier, car le trésor public est là pour prendre en charge un tel manquant, sans pour autant qu'une telle perte ne puisse provoquer un déficit à l'État. C'est peut-être aussi le prix à payer par l'État pour la faute préjudiciable de son administration, dans le but de la dissuader, afin d'éviter d'engager chaque fois la responsabilité de l'État, surtout qu'il a été jugé par la Cour suprême de justice de l'époque, dans son arrêt RA76 du 9 septembre 1985, dans l'affaire ayant opposé M. Chichimba Mbala contre la République du Zaïre, que puisqu'une administration normalement prudente et diligente n'ignore pas la loi et l'interprète correctement, l'administration est responsable des erreurs de droit qu'elle commet elle-même. Il est donc temps de supprimer les frais de procédure en cas de faute présumée de l'administration, même si l'administration continue toujours à défendre le droit comme la loi du plus fort. Que le droit soit la loi du plus fort, disait Antoine Rubens, n'est tolérable que si le plus fort est la puissance publique, mais au service de la justice. Le fait de voir l'administration causer des préjudices aux tiers par ses décisions et actes, et en même temps de voir l'État exiger le paiement de frais de procédure lorsqu'il est question d'attaquer son administration en justice, me semble vivement critiquable au point d'exiger la gratuité de la justice administrative en cas de faute présumée de l'administration, car
l'administration ne peut pas être l'auteur du dommage et en même temps s'ériger en obstacle sur le chemin qui mène vers la justice et la vérité. Dans ces conditions, il devient normal que chaque citoyen puisse avoir sans doute intérêt à ce que l'administration ne prenne que des décisions qui soient légales. À défaut, admettre alors, comme le suggère William Baranès, qu'il y ait une action de quiconque est préjudicié par la faute de l'administration, tout au moins en contentieux de la légalité, tout au moins dans le cas des actes réglementaires, afin que le juge administratif puisse imposer à l'administration le respect des règles qui régissent l'exercice de son pouvoir. Dès lors que le contentieux administratif remplit une fonction de protection des administrés contre l'administration. Avec une telle action, il y a peut-être lieu d'espérer que l'administration fasse plus attention aux actes qu'elle pose en évitant de causer préjudice aux tiers. De cette manière, la gratuité permettra à tous les particuliers préjudiciés, sans distinction de fortune, d'accéder à la justice administrative. Elle préservera ainsi à la fois leur égalité et leur droit au juge. C'est autant dire que mon souci en matière administrative est donc de dépasser les obstacles financiers d'accès à la justice par l'abandon des frais de procédure en cas de faute de l'administration. J'aurais bien voulu argumenter davantage et pendant longtemps pour arracher la gratuité de la justice administrative pour faute de l'administration. Mais hélas, il ne s'agira là que d'un simple plaidoyer et pas plus. Si l'on devrait par contre préserver les statu quo sans chercher à faire évoluer notre législation, il est temps d'inviter alors l'administration à faire du strict respect de la loi, sans mélodie de son esprit étatique, car l'administration n'est rien sans les administrés. Dans ce cas, qu'il me soit permis de recommander aux provinces de notre pays d'organiser de temps en temps des journées nationales de sensibilisation de la population à vocation pédagogique sur le respect du domaine public, car le sol est la propriété exclusive, inaliénable, imprescriptible de l'État, en vertu de l'article 53 de la loi dite foncière. Il importe donc de mener en permanence des enquêtes sur les différentes violations des entités domaniales, en vue d'alerter l'autorité compétente en temps utile, et ce dans le but de prévenir en amont les dites violations et d'éviter en aval la démolition des constructions après que le particulier a investi et englouti tout son budget dans les constructions. Le gouvernement gagnerait davantage en s'appuyant sur les dynamismes des inspecteurs du ministère de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, j'estime, une fois de plus, que la doctrine peut efficacement contribuer à vivifier nos textes de loi et surtout à les humaniser. Car n'oublions jamais que la plus belle fonction de l'humanité, a dit Voltaire dans l'essai sur les mœurs, est celle de rendre justice. Cette mission sera encore plus belle en République démocratique du Congo si la justice administrative pour faute de l'administration était gratuite. Puisse la volonté du législateur congolais être créatrice dans notre pays de la gratuité de la justice administrative pour faute de l'administration, afin d'alléger le fardeau financier de nos concitoyens préjudiciés et de garantir un nouvel rang d'une justice apaisée, permettant chacune et à chacun de nous de se faire entendre devant les cours et tribunaux. L'état de droit que tous appelons de nos voeux ne nous invite-t-il pas à être progressistes, innovateurs et réformistes là où la loi ne semble pas donner satisfaction? Par ces considérations, je plaide pour une justice administrative gratuite pour faute de l'administration en République démocratique du Congo, ainsi que pour la reprise des travaux par le Conseil d'État jeudi. Et je vous remercie.
Les conseils d'État remercient le bâtonnier national pour son allocution et invitent le procureur général pour sa mercuriale. Aujourd'hui, c'est un thème d'actualité qui va dans la suite logique de ce que le bâtonnier public vient de donner comme leçon. Les recours préalables dans les contentieux administratifs congolais. Ça, c'est pour la première présidente. Les Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. L'article 24, alinéa 1er de la loi organique numéro 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif fait obligation au procureur général près le Conseil d'État de prononcer une mercuriale le 30 octobre de chaque année à l'occasion de l'audience publique et solennelle de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Ainsi voudrais-je m'acquitter de cette exigence légale dont la date a été décalée pour des raisons évidentes de votre emploi de temps chargé. Mais avant d'y procéder, qu'il me soit permis de considérer votre présence à l'audience de ce jour comme étant un motif d'encouragement pour nous et une preuve éloquente de votre inlassable accompagnement de l'appareil judiciaire congolais en général et de sa justice administrative en particulier. Au nom de tous les magistrats de mon office, de l'ensemble du personnel administratif et au mien propre, je saisis cette opportunité pour vous présenter mes remerciements les plus sincères. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Monsieur le Président, le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général après cette Cour, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle et du parquet général près cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et des organismes internationaux, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les magistrats civils et militaires, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs les agents et fonctionnaires de l'ordre administratif, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Malgré les contraintes liées à vos nombreuses occupations, vous avez accepté de rehausser de votre présence l'audience de la rentrée judiciaire du Conseil d'État de ce jour, ce dont je vous suis reconnaissant. Madame la Première Présidente, honorés collègues, Mesdames et Messieurs les membres de la composition, mon intervention de ce jour portera sur l'usage abusif de la procédure des référés dans le contentieux administratif congolais. Permettez-moi de commencer par circonscrire l'objet de mon intervention de ce jour, qui s'inscrit notamment dans le cadre de la sécurisation juridique du rapport entre l'administration et les administrés. Il est de notoriété publique que les décisions de l'administration sont revêtues d'un titre exécutoire en vertu du privilège du préalable. Elles bénéficient de ce point de vue d'une présomption de légalité aussi longtemps qu'elles ne sont pas annulées par l'autorité compétente. Leur inexécution par les administrés
peut entraîner le recours à l'exécution forcée par l'administration sous réserve du respect des conditions légales requises. Il n'existe donc pas de décision administrative illégale vis-à-vis des administrés. Il va sans dire que le citoyen qui conteste la validité d'un acte administratif unilatéral est tenu de le respecter, tout en disposant de la faculté d'exercer le recours qui lui sont ouverts par la loi, de sorte que le juge vérifie la légalité de ces actes. Ces recours, notamment auprès du juge de la légalité, en l'occurrence le juge administratif, permettent de garantir un droit en faveur des administrés dans le contrôle des actes de l'administration. Il s'agit bien entendu d'un tempérament légal au privilège du préalable. Pourtant, l'exercice de ce recours devant le juge administratif n'emporte pas suspension de l'exécution de la décision administrative. Pour obtenir le sursis à l'exécution d'une décision qu'on estime entachée de perversité et contrecarrer son application immédiate, il conviendrait de recourir à la procédure des référés. Il s'agit d'une procédure prévue par les articles 278 à 320 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre administratif. Il est à noter que cette procédure figure parmi les innovations introduites par la loi susmentionnée. Elle est présentée comme une option de l'urgence face à l'arbitraire de l'administration. Cette procédure a suscité un vif intérêt dans le chef des administrés. Largement utilisée par les justiciables, cette procédure a conduit au dépôt d'abondantes requêtes en référé suspension ou référé liberté au greffe de la section du contentieux du Conseil d'État. À titre illustratif, 304 requêtes en référé ont été enregistrées au greffe du Conseil d'État entre 2023 et 2025. Force est de constater que son usage devant les juridictions administratives suscite des interrogations et des préoccupations de nature juridique. Il arrive souvent que le juge administratif soit saisi en procédure de référé pour des motifs les plus futiles qui puissent exister. D'ailleurs, seulement 171 demandes en référé ont été déclarées fondées, soit 51,9%, durant la période allant de 2023 à 2025. Faisant un constat similaire en France, le professeur Pierre Delvolvé s'interroge sur le bon usage de cette procédure au regard des finalités en vue desquelles elle a été instituée. Il est donc observé dans la pratique un usage abusif de la procédure par certains requérants conduisant à une forme de dévoiement procédural qui altère la conception initiale des référés. On assiste donc de plus en plus à un détournement des objectifs originels assignés à cette procédure. La démarche adoptée en vue de faciliter la compréhension de cette réflexion consistera à définir les référés, identifier les situations de leur usage inapproprié ainsi que leurs répercussions avant de formuler des recommandations. Considération générale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, le concept référé en droit fait généralement allusion à une procédure rapide et des pouvoirs de sauvegarde. Il désigne en droit administratif, selon Joseph Oona, une procédure contradictoire permettant, en cas d'urgence, d'obtenir du président de la juridiction ou de son délégué, sans examen de fond, une décision exécutoire provisoire. Le juge administratif, dans ce contexte, prend des mesures provisoires ou d'urgence permettant de préserver les droits et intérêts des justiciables et de prévenir les dommages irréversibles qui pourraient se réaliser avant la décision sur le fond du litige. Comme l'ont souligné les professeurs Vundawe et Mboko, les mesures provisoires et d'urgence permettent de préserver les droits et intérêts des justiciables et de prévenir les dommages irréversibles qui pourraient se réaliser avant que le juge ne se soit prononcé sur le fond du litige. Dans le système judiciaire congolais, on identifie 3 catégories de référés qui sont prévues et encadrées
par les articles 282 à 320 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Il s'agit de référés généraux, de référés particuliers et de référés spéciaux. À présent, permettez-moi de vous proposer une perspective à vol d'oiseau sur les caractéristiques des référés en droit congolais selon leur catégorie. Je m'attellerai, pour raison d'économie de temps, à présenter uniquement les référés généraux, à savoir le référé suspension, le référé liberté et le référé conservatoire. Le référé suspension. Au terme de l'article 282 de la loi organique sur les juridictions administratives, lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il y a urgence, le juge des référés, saisi par une demande en référé suspension, peut décider qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision administrative attaquée. L'exercice du référé suspension est subordonné aux conditions ci-après. Il faut au préalable qu'il y ait existence d'une requête principale, celle en annulation ou en réformation pour excès de pouvoir. Le non-respect de cette exigence entraîne l'irrecevabilité de la requête. L'exigence d'une décision administrative, c'est-à-dire un acte administratif faisant grief et non encore exécuté. La condition de l'urgence et du doute sérieux quant à la légalité de l'acte et le recours préalable. Le référé liberté. Le référé liberté, appelé aussi référé en sauvegarde d'une liberté fondamentale, est prévu par l'article 283 de la loi organique sur les juridictions administratives. Il permet d'obtenir du juge des référés toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne chargée de l'exécution d'un service public aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Il demeure dans une certaine mesure en progrès de l'état de droit. Deux conditions sont exigées en plus de l'urgence pour saisir le juge de référé liberté. L'existence d'une décision administrative qui fait grief. Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté publique et ou fondamentale. Celle-ci doit être garantie par la Constitution, un traité international ou un acte législatif. À la différence du référé suspension, le référé liberté vise la sauvegarde d'une liberté fondamentale et n'est pas assujetti à l'exercice d'un recours en annulation. Le référé conservatoire. Il est aussi appelé référé mesure utile. Il est prévu par l'article 284 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. C'est une procédure permettant au juge de référé administratif, en cas d'urgence, d'ordonner toute mesure utile à la demande de l'administration et d'un administré, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est exercé indépendamment de tout recours sur le fond. Trois conditions sont nécessaires pour exercer le référé conservatoire. La condition d'urgence, la condition d'utilité de la mesure et l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, à présent, je m'en vais faire le constat relatif à l'usage inapproprié des référés. Le référé tel qu'organisé par les différentes législations modernes devrait avoir pour finalité de garantir le respect des droits fondamentaux des administrés face à l'administration. Pourtant, en réalité, son application s'avère inadéquate et son usage détourné à des fins dépassant les limites du raisonnable. On assiste à ce que l'on peut qualifier d'abus de droit dans la mise en œuvre de cette procédure. Cette notion d'abus de droit désigne le fait d'utiliser un droit en dehors des limites de son exercice dans le but de nuire à autrui. Dans le contexte de la procédure en référé, cette pratique fait référence à une situation où un administré l'utilise dans un but différent de celui pour lequel il a été institué, en le détournant de sa finalité initiale, en ayant en toile de fond l'intention de nuire à autrui.
Il se dégage essentiellement deux éléments permettant d'apprécier le caractère manifeste de l'abus. Il s'agit d'une part de l'absence du caractère utilitaire de la procédure et de l'autre de l'intention malveillante susceptible de causer préjudice à autrui. Ceci peut se traduire en plusieurs situations permettant au juge de voir dans l'action une mauvaise foi, une absence d'intérêt légitime ou une légèreté blâmable de la part de l'auteur. J'en releverai 4. Référé dilatoire. Si le concept de référé suppose une notion de célérité, le caractère dilatoire, quant à lui, relève d'une approche opposée. Dans le cadre de cette analyse, cette situation se rapporte à une instance où la procédure de référé est employée dans le but de différer l'exécution d'une décision administrative sans justification pertinente. L'objectif sous-jacent est de gagner du temps ou d'entraver une procédure. En d'autres termes, il s'agit d'un type de référé dont le but est de ralentir le déroulement d'un procès ou de prolonger la procédure de manière déloyale. Le référé de mauvaise foi ou de convenance. La notion de mauvaise foi se traduit comme un comportement délibéré et déloyal allant à l'encontre de la bonne foi et dont la caractéristique repose sur une intention de nuire, de tromper ou de profiter indûment d'une situation. Un référé est qualifié alors de mauvaise foi lorsqu'il y a une intention manifeste de malhonnêteté. Dans ce cas, il n'y a aucune intention réelle de solliciter des mesures provisoires, mais uniquement de faire pression sur l'administration afin d'obtenir une transaction ou une compensation hors procédure. Référé de complaisance. Il s'agit d'un référé initié sans litige réel, parfois en connivence avec une autre partie ou un complice dans l'administration avec comme objectif l'obtention d'une décision fictive pour couvrir une irrégularité ou l'obtention d'un avantage illicite. Référé répétitif. Le requérant introduit plusieurs référés identiques ou similaires, parfois dans différentes juridictions ou à quelques semaines d'intervalle. Le but réel de ce référé est de contourner une première décision défavorable. À présent, examinons les conséquences de l'usage abusif de la procédure de référé. L'usage inapproprié et excessif des référés entraîne des conséquences de divers ordres, aussi bien sur le plan de fonctionnement des juridictions administratives qu'en dehors de celui-ci dans le chef de l'administration et des administrés. On peut notamment relever la saturation des juridictions administratives, la perte du caractère urgent, l'affaiblissement de la crédibilité de la procédure et l'instrumentalisation politique et stratégique. La saturation des juridictions administratives. Il est une conséquence bien remarquable que le recours abusif des référés entraîne une augmentation exponentielle du nombre de recours et crée une surcharge des juridictions administratives qui doivent statuer dans des délais très courts. Il se pose un problème de gestion des affaires réellement urgentes. Chaque cause en annulation est accompagnée d'une requête en référé. Cette situation peut entraîner un ralentissement des activités au sein de la juridiction en détournant les moyens humains et matériels au détriment des requêtes principales et même réduire l'efficacité du travail des juges. La perte du caractère urgent. Le référé est une procédure urgente destinée à protéger rapidement les droits fondamentaux des citoyens ou à suspendre l'exécution des actes administratifs contestés. C'est donc une procédure exceptionnelle destinée à prévenir un préjudice imminent et grave. Le risque de préjudice caractérisant l'urgence doit être immédiat. La banalisation de cette procédure peut réduire son efficacité et sa portée et ainsi affaiblir la protection juridique offerte aux administrés. Son usage récurrent et systématique ou stratégique pour bloquer les décisions de l'administration peut lui faire perdre son caractère exceptionnel et judiciaire. Quand l'exception devient omniprésente, elle cesse d'être exceptionnelle. L'affaiblissement de la crédibilité de la procédure. L'utilisation détournée et excessive des référés peut affaiblir la confiance des justiciables dans ce mécanisme et envers la justice administrative.
Cela aura comme conséquence la méfiance de l'administration à l'endroit de la justice, ce qui pourrait compromettre le dialogue entre les deux organes. Ainsi, l'usage abusif peut constituer un frein à la sécurité juridique et entamer la confiance des investisseurs et des citoyens dans le système judiciaire. L'instrumentalisation politique et stratégique. Plusieurs requérants utilisent les référés pour des raisons politiques ou concurrentielles en vue notamment de bloquer un marché public, une nomination, une mesure disciplinaire nécessitée par la déontologie du corps ou pour paralyser les régies financières dont les décisions sont systématiquement attaquées en référé. La procédure de référé est transformée en outil d'intimidation et de stratégie dilatoire, ce qui est contraire à l'esprit de la loi. En raison de ces pratiques abusives récurrentes, il arrive de temps en temps que les justiciables initient des litiges en dehors du cadre légal, contraignant ainsi les juges à réévaluer la notion d'urgence et à rendre rigide une procédure initialement conçue pour être souple et réactive. Il apparaît par conséquent indispensable que la procédure de référé soit circonscrite aux situations d'urgence et de gravité avérées. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire d'envisager les mécanismes de lutte contre ces pratiques abusives. La mise en avant du filtrage par le juge au moment de l'examen de la compétence de sa juridiction. La compétence d'une juridiction est son aptitude légale à connaître d'un litige. Elle est déterminée selon les règles de droit qui organisent la juridiction. Le juge procède à la vérification de sa compétence avant d'analyser tout litige qui lui est soumis. En matière de référé en droit congolais, il est consacré un filtrage par le juge lui-même sur les questions de compétence. C'est l'article 286 de la loi organique qui édicte la règle. Il apparaît de cette disposition que le juge peut également, lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrécevable ou non fondée, rejeter la demande sans même communiquer la requête au défendeur ni procéder à la convocation des parties. Le filtrage par la vérification du caractère urgent. Dans le cadre de la procédure en référé, l'urgence constitue une condition d'ouverture indispensable. Le juge des référés, loin de s'en tenir à une simple déclaration du requérant, doit exercer un contrôle strict et rigoureux sur cette exigence. En l'absence d'urgence établie, la demande doit immédiatement être rejetée sans examen au fond, car il est traditionnellement admis que l'urgence est à la fois la raison d'être et la mesure du référé. Le juge devra vérifier la flagrance de l'urgence. Le contrôle de la cohérence et du fondement des moyens invoqués par les parties. Le juge des référés ne doit pas seulement se fonder sur la condition d'urgence de la situation ainsi que de la légalité, il devra également s'assurer que les moyens invoqués par les requérants reposent sur une base légale cohérente et consistante et que l'ensemble des arguments et des preuves convergent vers la démonstration d'une situation nécessitant une intervention rapide. Les éléments invoqués doivent refléter de manière précise le caractère immédiat et irréversible du préjudice. Une absence de lien logique entre l'urgence invoquée et les preuves fournies doit conduire au rejet immédiat de la requête. Le juge doit rester vigilant et s'assurer que le requérant ne soutient pas les moyens dilatoires visant à gagner du temps ou à remettre en cause une décision administrative de façon injustifiée. Lorsqu'une requête invoque les moyens de droit dénués de toute pertinence, la requête devra être rejetée. Outre cette vigilance du juge, d'autres moyens de lutte non prévus par la loi peuvent être proposés. La présence du ministère public aux audiences de référé. Au terme des articles 285 alinéa 3 et 300 alinéa 2, le juge des référés siège à juge unique, sans le concours du ministère public. La loi étant muette sur les autres référés, j'en infère que le ministère public peut siéger et donner ses avis. L'absence du ministère public en matière de référé administratif a comme inconvénient
l'absence de l'organe de la loi, garant de l'intérêt général. En effet, lorsqu'il intervient en matière de référé, le ministère public peut signaler un abus de procédure, attirer l'attention du juge sur les enjeux de l'intérêt général et garantir un équilibre entre les parties. Bref, son absence peut laisser l'administration seule face aux requérants sans contrepoids institutionnel autre que le juge. La non-présence du ministère public offre moins de sécurité juridique. En effet, les avis du ministère public peuvent éclairer le juge sur le droit applicable et mettre en évidence des questions sensibles ou des précédents. Sans ces avis, la décision repose uniquement sur les éléments fournis par les parties, ce qui peut nuire à la rigueur de l'analyse juridique, surtout si les parties sont mal intentionnées ou préparées. Sans le concours du ministère public, il y a risque de partialité. Dans certains cas sensibles, sa présence peut rassurer la transparence et la régularité de la procédure, car son absence peut donner une impression d'une justice à sens unique, même si le juge reste impartial. Un autre inconvénient est l'affaiblissement du contrôle institutionnel. Le ministère public joue souvent un rôle de surveillance du fonctionnement de la justice. En l'excluant, on affaiblit un maillon important de la chaîne judiciaire, surtout si l'administration a des comportements abusifs. Son absence entraîne une charge accrue pour le juge administratif. Faute des avis du ministère public, le juge sera seul à chercher les faits pertinents, à identifier les règles applicables et à évaluer les conséquences d'une mesure d'urgence. Cela peut alourdir la tâche du juge dans un contexte d'urgence. Je souhaite à l'avenir que le législateur congolais prescrive la participation du ministère public à tous les référés, étant donné qu'il est le garant de l'intérêt général et protecteur des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et qu'en outre, le juge recourt de plus en plus à la formation collégiale qui constitue une garantie d'impartialité et d'objectivité. J'émets également le vœu de voir le législateur penser à conférer au ministère public la possibilité de saisir le Conseil d'État en modification des ordonnances en référé lorsque l'intérêt général l'exige. L'amélioration du cadre juridique en intégrant les sanctions. Contrairement à la législation française qui prévoit les sanctions pécuniaires contre les recours abusifs, au terme de l'article R 741-12 du Code de justice administrative, on sait, la loi congolaise est muette quant à cela. Cette sanction a un caractère dissuasif pour décourager les requêtes manifestement infondées et abusives. Le législateur congolais devra penser à l'instauration des sanctions pécuniaires contre les partis qui introduisent des référés manifestement abusifs ou dilatoires en vue de décourager ces pratiques. Ainsi, une partie qui introduit une demande manifestement abusive pourrait être condamnée au dommage-intérêt en cas de préjudice causé à l'administration. La digitalisation et la traçabilité. L'implantation des systèmes de gestion électronique des dossiers pourrait améliorer la traçabilité des procédures, permettant une analyse des tendances d'usage des référés et identifier les éventuels schémas d'abus. L'harmonisation de la jurisprudence. L'harmonisation de la jurisprudence en matière de référé constitue un enjeu majeur pour assurer l'égalité devant la justice administrative, renforcer la sécurité juridique et accroître l'efficacité du contentieux d'urgence. La nécessité de revoir la composition du siège. Conformément à l'article 278 de la loi organique, la juridiction administrative en matière de référé siège à juge unique. Si ce système présente certains avantages comme la célérité, il peut également comporter certains risques plus élevés en matière d'administration de la justice. Nous pouvons relever d'une part que le siège d'un seul juge n'est pas exempt des erreurs du fait de l'appréciation de la règle de droit par lui-même. Deux valent mieux, dit-on. La collégialité permettrait la confrontation de connaissances, surtout dans un contexte où l'on assiste de plus en plus à des actions paralysant davantage l'œuvre de l'administration. D'autre part, le risque de corruption demeure beaucoup plus élevé avec un seul juge qu'avec plusieurs.
ce qui éviterait la pratique des référés alimentaires. Le juge unique s'éloignera de la sorte de l'impartialité. La contrainte d'anéantir le caractère dilatoire en promouvant diligence de l'action principale. De manière générale, en vertu de l'article 278, alinéa 3 de la loi organique, le juge des référés se prononce dans les 8 jours de la saisine, sauf en matière de référé liberté, où il se prononce dans les 48 heures, mais ces délais ne sont pas souvent respectés. En vertu de l'article 282, la suspension de la décision administrative attaquée en référé suspension ne peut excéder la date de la décision quant au fond attaqué en référé, quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation qui doit intervenir dans les 8 jours de la saisine. Ces délais ne sont pas réalistes et sont souvent violés. Pour une bonne administration de la justice, la mesure provisoire devrait tomber caduque si le requérant ne relance pas l'action principale dans le délai de 8 jours. Dans le cas contraire, le juge prononce d'office la caducité de la mesure provisoire et le cas échéant, le ministère public peut saisir le juge à cette même fin. En effet, le respect des délais du jugement au fond ne relève pas d'un simple impératif technique, mais d'un enjeu stratégique majeur pour l'état de droit, la justice efficace et la paix sociale. Elle conditionne à la fois la pertinence et l'opportunité des ordonnances et référés, la protection des droits fondamentaux et la crédibilité de l'État comme gestionnaire et justiciable. En conclusion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, l'audience de ce jour m'a offert l'opportunité de vous entretenir sur le thème intitulé « L'usage abusif de la procédure des référés dans le contentieux administratif congolais ». Ce choix s'inscrit dans la droite ligne de la continuité de ma mercuriale de 2021. J'ai poursuivi, dans ce contexte spécifique des référés, une réflexion plus approfondie qui a abouti au constat de la triste évidence des abus avérés dénaturant la pratique légale et saine de cette procédure devant les juridictions administratives. Ce sujet, devrais-je le réaffirmer, revêt un intérêt particulier en ce qu'il vient de répondre aux besoins cruciaux de sauvegarde des droits subjectifs et de l'efficacité de la justice administrative. Ainsi, il est à la fois une interpellation et une invitation pour les parties et acteurs judiciaires impliqués dans cette procédure à l'observance d'une application stricte de la loi organique en vue de résorber les abus décriés dans sa pratique. L'usage détourné de cette procédure soulève une problématique juridique et éthique importante, notamment pour obtenir les mesures provisoires qui malheureusement deviennent définitives en marge de toute exigence légale et morale d'une part, et de l'autre, de manière dolosive, le requérant s'abstient de diligenter l'examen au fond de la requête principale en annulation en l'écartant ainsi du champ d'application de la loi organique. Tel est le cas de référés suspension et de référés liberté, dont le nombre de requêtes est en croissance exponentielle. Je me permets de croire qu'avec toutes les propositions que je viens de faire, les défendeurs régaliens pourront ici trouver des réponses appropriées à leurs préoccupations. Bien plus, des pistes de solutions concrètes suggérées apporteront, j'en suis convaincu, un satisfecit intégral à tous les acteurs judiciaires. Pour le président de la République, je requiers qu'il plaise au Conseil d'État de déclarer qu'il reprend ses travaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre président et notre peuple. Je vous remercie.